Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de football, de Ligue 1, de Canaries Play et une nouvelle saison évidemment du FC Nantes. On va en parler des Canaries avec cette première journée victorieuse, 1-0 du côté de Dijon. On va donc en reparler tout de suite avec le premier tweet de cet après-midi en direct ici sur le site internet de France 3 Pays de la Loire. Il est signé Pierre Piano 44. On repart sur les mêmes bases que l'an dernier. Défense très solide, mais encore des soucis dans l'animation offensive. Eh bien, on va en reparler avec nos deux invités du jour. On est au mois d'août, on est un peu tranquille, on est entre nous. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer, on n'a encore pas le décor jaune et vert qui reviendra début septembre, vous inquiétez pas. Mais on va en reparler en tout cas avec Alex, supporter du FC Nantes, habitué de l'émission. Salut Alex. Salut Anthony. Avec également Pierre-Hakim Gourny de Ouest France, qui était le chanceux du déplacement en Bourgogne. Rigole pas, c'était... Ouais, c'était pas mal. Il faisait chaud. Ouais, il faisait assez bon. Ouais. Bon, tant mieux. Allez, on va reparler, messieurs, de cette rencontre, de cette première victoire. On va commencer par la réaction d'Alex, le supporter nantais. Tu as vu le match en décalé. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, je trouve que c'était offensivement, ça n'a pas été extraordinaire, mais au niveau de la charnière centrale, j'ai trouvé ça vraiment bien. Carlos, impressionnant dans tous ces duels qu'il a pu avoir. Et au niveau du milieu de terrain, pareil, on sent vraiment que cette année, il y a un milieu technique. Et je pense qu'en travaillant et en ayant les bons attaquants devant, je pense qu'on va pouvoir faire mal cette saison. Alors, on espère évidemment Patrice C6 qui nous dit plus qu'à recruter un buteur comme Stepinski et on va retrouver de l'ambition. On va reparler du mercato nantais, bien évidemment, dans quelques minutes. On s'attarde toujours avec Pierre-Hakim sur ce match Dijon-Nantes. C'était une première, c'est toujours pas évident à reprendre du côté de Nantais. La préparation avait été un petit peu mitigée. Il y avait eu des bonnes choses. On avait toujours retrouvé cette solidité depuis 3-4 rencontres. Qu'est-ce qui a permis au FC Nantes de s'imposer à Dijon ? C'est la faiblesse de l'adversaire ? Je pense que Dijon n'a pas forcément montré qu'il avait le niveau Ligue 1 sur ce match. Mais après, réduire la victoire nantaise à la faiblesse de Dijon, ce sera un peu facile. Nantes a été solide. Jamais, à part sur la frappe de Samaritano juste avant la mi-temps, ils n'ont été inquiétés. D'ailleurs, Ryu est décisif sur ce coup-là. On le reverra tout à l'heure. Mais on a vraiment l'impression que la défense Vizcarrondo, Diego Carlos, il n'y aurait rien pu leur arriver sur ce match, tant ils étaient solides et sereins. Après, au milieu, comme l'a dit Alex, il y a vraiment de la qualité technique qu'il n'y avait pas l'année dernière. Il y a une volonté de jouer, pas de défendre, mais de faire un jeu de possession. Et ce qui manque, c'est la passe de déséquilibre, comme on l'appelle, celle qui va permettre la rupture. En rupture, qui va surprendre l'adversaire. Et par exemple, une passe en profondeur sur des appels, par exemple d'Iloki ou d'Harit qui jouait sur un côté en première mi-temps. Mais c'est quand même encourageant, même si c'est trop tôt pour faire vraiment un bilan de cette équipe nantaise et de ce recrutement. Mais c'est quand même encourageant. Bon, justement, tu parlais d'Iloki, un tweet de FCN Coco. Iloki a réalisé 2 très bons centres. Il faut le dire quand c'est bien, même s'il ressemble plus à un athlète reconverti. C'est vrai qu'il y a des avis complètement divergents sur Jules Iloki. Certains qui le prennent plus pour un coureur de vitesse et puis d'autres pour un footballeur. On va évidemment en reparler. Mais tout de suite, messieurs, on va se faire un petit plaisir. On va regarder quand même le premier but de cette saison 2016-2017, signé donc de la nouvelle recrue, Thomsen, sur un bon débordement et surtout un très bon centre de Julie Iloki, on en parlait. Deuxième poteau, la tête plongeante de Thomsen, Nikolaj Thomsen, que personnellement j'avais trouvé très bon pendant la préparation du côté d'Annecy. C'est vrai que c'est un garçon qui a dû toucher de balle. Alors, son positionnement peut paraître un peu bizarre parce que c'est vrai qu'il est, notamment sur son but, il a été repositionné vraiment en position d'ailier gauche, comme avec ce système en 4-3-3. C'est pas spécialement quelqu'un qui a de la vitesse comme Julie Iloki. En revanche, sur les dédoublements, c'est là où il est intéressant, Alex. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va dans l'engagement, il va vraiment à 100%. Là, on voit vraiment qu'il n'hésite pas à jeter pour la tête plongeante. Et une autre action plus tard dans le match où il a une balle en profondeur, il n'hésite pas à aller au contact avec le gardien, même si c'était une faute. Mais il va vraiment à fond dans l'engagement et ça, c'est bien. C'est bien pour ce joueur. Individuellement, qu'est-ce que tu as pensé des recrues ? Alors on a parlé avec Alex de Diego Carlos notamment. Qu'est-ce que ça a donné d'après toi les recrues ? Tu les as vus les 3, puisque on le rappelle, Kasaniklic était blessé. Était blessé. Pour les 2 défenseurs brésiliens, je les ai trouvés vraiment très bons. Lima un peu moins en vue en deuxième mi-temps, mais je l'ai trouvé très entreprenant offensivement.
Je pense honnêtement, même si, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est trop tôt pour émettre un jugement, mais je pense qu'il devrait apporter beaucoup de danger et que si on a un numéro 9 à l'aise de la tête, il pourrait délivrer quelques passes décisives. Diego Carlos, je pense que tout le monde partage le même avis, c'est très solide. Ah, c'est costaud. Ouais, c'est vraiment costaud. Et j'attends de le voir face à des gabarits un peu plus petits, des attaquants un peu plus vifs. Mais on l'a vu face à Jordan Ayew, pour ceux qui étaient là face à Aston Villa. Il a pas été débordé par la vivacité d'Ayew. Donc pour moi, c'est très bien pour les deux défenseurs brésiliens. Après, Thomsen, son but sauve un peu son match parce que on l'a pas énormément vu. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que il a été aligné sur un côté pendant toute la préparation. Et qui est son véritable poste, Ouais, on en a parlé avec son lui. vrai poste. Mais il est titularisé dans le cœur du jeu, à la place de Thomasson pour cette première journée. Et on l'a vu un peu perdu en première mi-temps, il était invisible. Ensuite, quand lui et Harit ont changé de place, il a été un peu plus en vue parce qu'il marque. Mais c'est pas non plus foufou dans le jeu. Il va falloir un petit peu de temps, certainement, pour Nicolas Thomsen aussi, pour le Danois, de trouver un petit peu sa place. On a parlé du but nantais, on va regarder ensemble, bien évidemment, les occasions. Il y en a eu un petit peu, on va dire, on va pas non plus être trop gourmand. On parlait tout à l'heure de l'occasion nantaise, c'était à la demi-heure de jeu, ce coup franc de Valentin Rongier qui était bien frappé, premier poteau à la base, et Baptiste René, le portier dijonnais, était présent. Là, c'est le mauvais dégagement de Vizcarrondo qui relance dans l'axe, et ça profite à Samaritano, l'ancien Nantais. Et là, on parlait tout à l'heure de la parade de Rioux avec Pierre Hakim, et bien là voilà, cette parade de Rémi Rioux, il fallait aller la chercher parce qu'elle allait petit filet. Le ballon était vraiment superbe, et puis il y a eu, on ne l'a pas vu, mais l'occasion d'Emiliano Sala qui est rentré en toute fin de match, une tête. Et puis surtout, il a coupé un centre, De Lima. C'était de Lima d'ailleurs, et il était vraiment pas loin de marquer ce but. D'abord, c'est d'un point de vue comptable, on ne peut pas mieux rêver, 3 points, une petite victoire, pas prendre de but. C'est encourageant quand même parce que ça valide ce qui a été fait, Alex, depuis quelques mois. Nouveau staff, nouvelle équipe. Bah oui, il y a quand même pas mal de choses à reconstruire avec le changement de staff et quand même des départs, des arrivées. Donc on a vu un match plutôt solide sur l'ensemble, donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour un début. Donc après, avoir à confirmer contre des équipes un peu plus solides de la Ligue 1. Alors si on reparle de ce 11 de René Girard, qui évidemment avait titularisé la plupart des personnes qu'il avait eues sous la main pendant la préparation, à l'exception peut-être d'Aristide Guieta, qui a été quasiment titulaire, on va le dire, à chaque match de préparation, qui a marqué 2 buts. Et c'est Bamou qui commence. Est-ce que ça t'a surpris, Pierre Hakim ? Honnêtement, pas forcément, parce que Aristigueta, les deux fois où il marque en préparation, c'est quand il rentre en jeu contre Lorient et contre Empoli. Ensuite, je le trouve pas très utile dans le jeu de possession que va instaurer Girard. Que va instaurer Girard. Ouais, il est pas très à l'aise. Bamou pas forcément, mais il est un peu plus mobile quand même qu'Aristigueta qui est vraiment emprunté, qui est pas à l'aise dans ses mouvements, qui est vraiment un joueur de surface. Et peut-être que si on avait 2 véritables ailiers de débordement, Iloki par exemple d'un côté et peut-être Allégué de l'autre, avec beaucoup de centres, il aurait pu être plus utile à Aristigueta. Mais là, honnêtement, je trouve que c'est un bon choix de la part de Girard d'avoir mis Bamou. Surtout que Salah était peut-être un peu trop juste pour débuter. Alors, on a parlé des recrues ensemble. Il y a Elias Footset qui nous dit, contrairement aux années précédentes, je trouve le recrutement très réfléchi, c'est technique, ça peut faire mal à suivre. Évidemment, on ne peut pas non plus tirer des enseignements au bout de la première journée. Alors, on a parlé de l'avant-centre. On va reparler de cette attaque à 3, en fait, avec Julie Loki qui divise. Julie Loki, c'était un petit peu comme Thomsen face à Dijon. Il a sauvé son match avec cette passe décisive, ou est-ce qu'il était plutôt convaincant ? Iloki, c'est comme Thomsen en première mi-temps. On les a quasiment pas vus en fait. Thomsen était dans l'entrejeu, mais plutôt axe droit. Et Iloki était ailier droit, donc Nantes n'est quasiment pas passé par le côté droit. Et Harit et Rongier, côté gauche, faisaient beaucoup plus le jeu. Ensuite, Iloki, comme Thomsen, sauve son match avec cette passe décisive. Il aurait pu en faire une deuxième 5-6 minutes plus tard pour Bamou.
Et après, il est décisif défensivement avec un bon retour. devant Samaritano. C'est quelque chose qu'on ne le voyait pas forcément faire avec Der Zakarian. Peut-être que Girard le pousse à faire plus d'efforts défensifs, mais c'est vrai que la seconde période d'Iloki est intéressante, mais sa première est trop légère. Trop légère. En tout cas, il va devoir confirmer Jules Iloki parce que, d'après toi, Alex, les joueurs sont plus réceptifs avec ce nouveau staff. Est-ce que c'est le fait de la nouveauté? Est-ce que c'est le fait de l'entraîneur? Je pense qu'il leur permet un peu plus de choses, ou du moins il leur en demande un peu plus. C'est vrai qu'au niveau des latéraux, avec Der Zakarian, je pense qu'ils n'avaient pas trop le droit de dépasser la ligne médiane. Là, on voit vraiment Lima qui va centrer de son côté, Même Dubois Dubois, pareil. un peu plus. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a vraiment un apport offensif, un surnom qui peut se faire. Et par rapport aux ailiers, c'est vrai qu'il y a un meilleur travail de ce point de vue-là, même au niveau des centres. C'est quand même plus qualitatif que sous Der Zakarian, donc à voir. À voir, allez, on écoute René Girard, l'entraîneur du FC Nantes qui était au micro de nos confrères de Canal+. C'était juste à la fin de la rencontre et de cette victoire 1-0 à Dijon. Vous me connaissez un petit peu, j'ai très envie de réussir à Nantes ce que j'ai pu faire dans d'autres clubs. C'est important, donner le maximum. On a de bons jeunes, on a des anciens qui encadrent bien et je pense qu'on a peut-être une belle aventure à vivre cette année. Ouais. Eh bien, tout le monde l'espère, évidemment, de vivre une belle aventure. Et les supporters nantais, qui étaient nombreux, hein, on va les revoir tout à l'heure, évidemment, sur les images, dans le parcage dijonnais. N'oubliez pas, vous pouvez réagir, #FC Nantes, #CanariPlay, pour cette première de la saison 2016-2017. On continue de poursuivre avec Piraki Mougourni de Ouest France, avec Alex, supporter du FC Nantes, le débrief de ce match Dijon-Nantes, avec ce milieu de terrain. On n'a pas trop parlé de Valentin Rongier, qui revient vraiment aux affaires après sa grave blessure au ligament croisé. On n'a pas beaucoup parlé non plus d'un Guillaume Gillet placé désormais en sentinelle véritablement devant cette défense. Cette solidité défensive dont on parle, il y a les 4 de derrière, il y a Rémi Rioux et il y a aussi Guillaume Gillet. Oui, il y a Guillaume Gillet. L'année dernière, on l'avait connu dans un rôle vraiment d'organisateur de jeu. C'est lui qui était à l'origine de toutes les manœuvres. Et là, on l'a beaucoup moins vu face à Dijon. Et c'est pas pour autant qu'il a fait un mauvais match, puisque je l'ai trouvé vraiment très bon. Honnêtement, j'ai peut-être trouvé le meilleur Nantais avec Diego Carlos, parce qu'il a un rôle un peu ingrat, c'est le rôle de l'ombre. C'est forcément frustrant pour lui d'être moins présent à la construction, mais il est là à la récupération. Il effectue un sauvetage devant, je crois que c'est devant Bella, l'attaquant de Dijon, la 83e dans la surface nantaise, qui est décisif, puisqu'il était en position de frapper. Et honnêtement, ce gilet-là, je le trouve vraiment très intéressant. Ouais, et d'autant que c'est un garçon, on se dit, à la limite, il pourrait à la fois faire ce rôle de sentinelle, mais en faire encore davantage dans son rôle d'organisateur l'an passé. Ouais. Ça va être dévolu maintenant, Alex, à Valentin Rongier, ce rôle-là, d'organisateur, à Adrien Thomasson quand il sera là, à Amin Harit quand il va jouer. Oui, voilà, c'est vrai que lui, il est vraiment positionné en rôle de sentinelle devant la défense. Et le rôle de relance, de remontée de balle, va vraiment être dédié à Thomasson et Rongier. Mais Rongier a plutôt été bon sur le match pour un joueur qui revient quand même d'une grave blessure. Il a quand même été assez performant dans ses passes et dans ses récupérations de balles. Ouais, il continue, hein, Valentin Rongier. Hello Dubois d'ailleurs de communiquer leur joie sur les réseaux sociaux, sur Twitter, puisque les deux ont balancé des tweets en se félicitant de cette première victoire et de l'apport des supporters nantais qui étaient à peu près 300 ou 400 du côté du déplacement en Bourgogne. Il y a Timo sur Twitter qui nous dit en direct sur CanariPlay, Diego Carlos, le meilleur joueur samedi à Dijon en tant que recrue, mais certainement aussi en tant que joueur sur le terrain, tout joueur confondu. Il y a Coco Assac qui nous dit ne pas s'emballer, Dijon était très faible. C'est ce que tu as pensé, vraiment Dijon très faible. Par exemple, une équipe comme Lorient, qui est la seule équipe française qui a joué face au FC Nantes en préparation, c'était comment ? J'ai pas vu le match de Lorient, j'ai vu que le match d'Aston Villa et de Bilbao, mais par rapport à Dijon, j'ai trouvé que il y avait des manques quand même. Ouais, il y avait des manques, mais quand Dijon avait le ballon, parce qu'il y a quand même eu un quart d'heure, on va dire de la 30e à la 45e, ou plutôt Dijonnais, Dijon avait le ballon, mais j'avais l'impression de voir le FC Nantes en fait de l'année dernière. Tu fais tourner le ballon,
mais à aucun moment tu as l'impression de pouvoir prendre de vitesse l'adversaire, de pouvoir les mettre en difficulté. C'est un jeu beaucoup trop prévisible et c'est un jeu trop latéral aussi. Il y a eu beaucoup de passes entre Balmont et Marié, les deux défenseurs, les deux milieux défensifs. Et non, j'ai vraiment trouvé Dijon faible. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment. Monaco, ce sera pas non plus parce que Monaco est un cran au-dessus de Nantes, donc ce sera pas non plus très fiable pour avoir un avis. J'attends peut-être les 6-7 premières journées pour vraiment émettre un jugement par rapport à la saison que pourrait faire Nantes. C'est encourageant quand même ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, par rapport à l'an passé, par rapport à ce qu'on a pu voir sur les années, les 3-4 années d'Erzakarian, qui lui a récupéré un groupe au départ de Ligue 2, de joueurs de Ligue 2. Est-ce qu'on a passé quand même un échelon avec les jeunes du FC Nantes? Parce qu'il ne faut pas oublier que samedi, ils étaient 4 titulaires au coup d'envoi, plus 4 sur le banc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand même rassurant à la fois ça et puis le recrutement. Est-ce qu'on va passer un palier cette année, comme le souhaite le président Kita? Il y a l'air d'avoir un bon amalgame, en tout cas, entre jeunes et recrues. Donc, niveau potentiel, en tout cas, les joueurs, la qualité est là. Après, à voir ce que va proposer l'équipe dans le jeu sur place. En même temps, Olivier dans l'oreillette me souffle que Nantes gagne souvent la première journée de championnat. Ils l'ont toujours gagné depuis qu'ils sont montés. Même s'ils ont perdu face à Bastia après sur tapis vert, mais qu'effectivement, c'est souvent le cas. Mais si on parle du mercato, avant de parler des supporters nantais qui étaient présents à Dijon, puisque Toto Gaulle, et on le salue, bien nous a envoyé quelques petites vidéos bien senties du parquage nantais. On vous promet que d'ici quelques minutes, on va vous les passer. Alors, le mercato, pour l'instant, ce qui anime effectivement ce mercato, puisque Nantes a recruté très tôt, dès le début du mois de juin, avec, on le rappelle, Kaša Niklić, avec également Thomsen, Diego Carlos et Lima, les deux Brésiliens, eh bien, c'est le poste d'avant-centre. Quid de Sigthorsson? Quid de Stepinski, l'attaquant international polonais qui doit signer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? C'est nécessaire? Il faut garder Sigthorsson ou il faut avoir un autre joueur? Pierre-Hakim, d'après toi? Je pense qu'il faut... Il faut avoir les deux. Oui, non, pas forcément les deux, mais il faut forcément garder Sigthorsson ou prendre un nouveau numéro 9, parce que Salah, même si c'est correct pour la Ligue 1, mais c'est peut-être un peu léger pour être titulaire. Bamou aussi, Aristigueta encore plus. Donc il y a vraiment un besoin devant. Après, je ne sais pas, peut-être que Girard compte sur Sigthorsson, mais il y a vraiment un besoin presque urgent d'avoir un nouveau numéro 9. Est-ce qu'empiler les avant-centres, parce que là pour l'instant on ne parle pas de départ, c'est bon, Alex? Certainement que non. Mais après, le FC Nantes n'a pas trop le choix, vu que, on va dire, Bamou et Aristigueta ne sont pas trop courtisés. Donc, pas moyen de vendre, et donc on va faire avec, quoi. Mais je pense que le recrutement est bien nécessaire devant, notamment d'un joueur technique et rapide que peut représenter Stepinski. Alors, Sigthorsson peut être technique, parce qu'on a vu que c'est un garçon qui, au niveau des contrôles de balles, les orientations, en revanche, la rapidité n'est peut-être pas son grand point fort. Il y a eu un revirement de situation, tout de même, et on était bien là pour le prouver. C'est que quand on a eu René Girard il y a 2 mois à Annecy, il nous disait qu'il ne fallait pas remettre Sigthorsson dans la bergerie. On voyait bien pourquoi, parce que ce n'était pas très bien passé avec certains joueurs du groupe l'an passé. Et puis là, revirement de situation. Visiblement, le nouveau coach nantais a discuté avec l'attaquant islandais. Il a vu quelqu'un qui avait changé d'état d'esprit, qui était revenu. Le problème, c'est que si on remet un garçon comme Stepinski dans la course, c'est pas pour en faire un joueur de banc? Non, je pense pas. Mais après, par rapport à Stepinski, moi, j'ai du mal à avoir un avis définitif, parce que j'ai vu que des vidéos de buts sur YouTube, et ça, c'est souvent le best-of, en fait. Et on peut faire ça avec n'importe qui. On peut faire ça avec Aristigueta, on peut faire ça avec Bamou. On met les vidéos de ses buts et on en fait un top joueur. Mais après, peut-être que Stepinski est très bon, mais n'ayant jamais vu de match en entier de sa part, je peux pas. Il a encore marqué ce week-end. Oui, il a marqué un but. Il a 3 buts en 5 matchs. Après, c'est vrai que c'est des statistiques qui sont quand même assez révélatrices. Qui parle pour lui à 21 ans. Mais c'est le championnat polonais. Donc honnêtement, j'ai pas d'avis négatif par rapport à lui. Mais c'est juste que j'en ai pas tout court, parce que j'attends vraiment de voir un match entier de lui, si j'en ai l'occasion, pour me faire un avis. Parce que là, voir des vidéos de buts, c'est assez facile. Oui, alors, par rapport à ce que nous dit
Alex, c'est vrai qu'Aristeguieta et Bamou, il n'y a pas beaucoup d'offres visiblement qui se bousculent. Ça veut dire que les deux vont peut-être rester cette saison. Qu'Emiliano Sala est prévu normalement pour rester dans la rotation, puisqu'il entre guillemets, il doit être numéro 2, numéro 3, suivant les... Mais alors, pour Stepinski, s'il arrive, et pour Sigthorsson, est-ce que c'est bon d'avoir une concurrence à ce niveau-là, ou est-ce qu'il faut vraiment installer un des deux garçons, quitte à se passer de Stepinski si on considère que Sigthorsson reste? Ça dépendra vraiment du système de jeu adopté. Et si Gérard choisit d'avoir 2 pointes, peut très bien avoir Sigthorsson et Stepinski sur le terrain. Les deux pourront Stepinski qui peut se décaler sur un côté. Sigthorsson a un rôle de pivot qui va essayer de faire des remises sur des relances. Et un Stepinski qui pourra récupérer ce ballon et partir dans la profondeur. C'est des choses qui peuvent se faire. Après, voir en fonction... Je ne sais pas si Gérard joue sur une équipe type et garde toujours un système de jeu ou s'adapte en fonction de l'adversaire. Ça dépendra de ce qu'il fait. Alors, mettons Julien qui nous dit en direct sur Twitter, gardez Sigthorsson et Stepinski, s'il arrive, bien évidemment. Bamou et Aristeguieta vers la sortie, non? Alors oui, effectivement, on va 5 avant-centres, on va peut-être pas en faire. Alors, c'est vrai qu'on a eu pénurie d'avant-centres. En même temps, le niveau de la Ligue 1 et de ce que veut faire le FC Nantes n'incite pas forcément à garder tous ces garçons-là, de par leurs compétences et puis leur niveau. Surtout on va bien leur voir. profil. Le profil, en plus, est quasi identique. Le profil des 4 qui sont déjà là, c'est quasiment le même. C'est des joueurs qui prennent jamais la profondeur, qui sont plus à l'aise dos au but et qui sont quasiment tous des joueurs de surface. Donc peut-être que Stepinski, par son profil un peu différent, pourrait apporter de la nouveauté. Donc c'est pour ça que ça pourrait être pas mal. Bon, aux dernières nouvelles, et pour avoir eu le président Kita ce matin au téléphone, il nous disait que Stepinski, ça pourrait se faire aujourd'hui, cette semaine, mais que si ça ne se fait pas cette semaine, eh bien ça ne pourrait pas se faire du tout. Je pense qu'il commence à un petit peu en avoir marre aussi des changements dans les versements financiers entre l'agent, le club et tout ça. Donc voilà, a priori, il se laisse jusqu'à la fin de semaine et si ça ne se fait pas, eh bien, on pourrait se retourner vers le cas Leonardo Castro. En tout cas, eh bien, c'est les dernières infos qu'on peut vous donner concernant ce mercato du FC Nantes qui devrait donc, il doit s'achever de toute façon dans 15 jours. Dans 2 semaines, il est terminé ce mercato d'été. On vous parlait des supporters du FC Nantes qui étaient en déplacement à Dijon pour cette première journée de championnat. Je vous propose d'écouter ensemble quelques secondes l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans le parcage. On remercie, on l'a dit, Toto Gaulle pour cette vidéo amateur. On écoute. Il faisait chaud quand même, Pierre Hakim, parce qu'il était pas mal torse nu, les gars. Moi, j'étais habillé, moi. T'étais pas dedans. On a reconnu Toto Gaulle, mais on dira pas où il était, évidemment. Et puis on se demandait, parce qu'il y a une nouvelle chanson qui a tourné là, pendant ce match. Oui, au courant, là, Alex? Chaque année amène son lot de nouveaux chants, donc à voir si ça se concrétise à la Beaujoire le week-end prochain. C'est pas mal, hein? Ouais, ça semble Peut-être sympa. qu'Alex peut nous faire une démo. Non. Tu la connais déjà par cœur? Non, n'y étant pas, je la connais pas. D'accord, donc tu vas peut-être l'inaugurer Voilà. samedi contre Monaco. On en parle de ce match, messieurs. Avant de se quitter, c'est évidemment la prochaine rencontre et la première à domicile. Ce sera Nantes-Monaco, samedi 17h à la Beaujoire. On espère bien que le temps va se prêter à ces matchs du mois d'août que moi j'adore, parce que c'est vrai que c'est assez sympa. On reprend la saison, généralement il fait bon, il fait beau. J'espère que ça va être le cas et puis que Nantes va bien démarrer. D'abord, on va parler de Monaco. Cette équipe qualifiée pour le tour préliminaire en Ligue des Champions. Ouais. Match contre Villarreal demain. Demain, c'est ça, demain soir. Ils sont handicapés, Pierre Hakim, là, par des absences? Falcao s'est blessé lors du match retour contre Fenerbahçe. Mbappé, qu'on a vu lors de l'Euro U19, très bon. Très bon, qui a été victime d'une commotion cérébrale contre Guingamp vendredi soir. Donc il ne devrait pas être là samedi. Germain a été suspendu, mais je pense qu'il a pris qu'un seul match de suspension, donc il devrait être présent face à Nantes. Après, à mon avis, le match de demain aura vraiment une grosse importance. Si Monaco concède un mauvais résultat, je pense que Jardim va privilégier quand même le match retour à Villarreal plutôt que la rencontre face à Nantes, sachant qu'il y a 36 journées derrière. Donc, à mon avis, tout va dépendre du match de demain pour Monaco. Mais ils ont récupéré Bernardo Silva, qui a été décisif face à Guingamp. Qui a marqué le but de l'égalisation. Ouais, et qui a vraiment fait une bonne entrée. Ils ont
ils ont Moutinho, mais je ne sais pas si Moutinho est qualifié pour la Ligue des Champions, donc peut-être qu'il jouera contre Nantes. Donc c'est à voir, mais vraiment, j'attends de voir le match de demain face à Villarreal. Bon, on parlait justement de ce premier match à domicile. C'est toujours quand on est supporter nantais, c'est toujours un bon moment, ça, ce premier match de la saison à domicile? Bah oui, c'est le début de la nouvelle saison. Comme tu l'as dit, voilà, le temps y est. Normalement, ça doit être un match où il y a du monde. On l'espère en tout cas. On parle du nombre d'abonnés d'ailleurs? Oui, ça vient de tomber. Donc semble-t-il 8800 abonnés. Donc, ça fait quand même 800 de moins que la saison passée. Voilà. Donc espérons que ça soit compensé par des gens qui viennent soit occasionnellement ou voilà, sur quelques matchs dans la saison. Mais en tout cas, ouais, ça fait vraiment plaisir de retrouver l'équipe pour la nouvelle saison et on a hâte de voir ce que ça va donner, enfin ce que ça va donner sur le terrain. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, vous étiez nombreux à dire c'est long à chaque fois la coupure. Alors là, en plus, d'autant qu'il y avait l'Euro, donc l'Euro des moins de 19, et puis il y a eu 6 semaines, je crois, de coupure pour les joueurs, ce qui est d'habitude, ils ont 1 semaine, voire 2 semaines en moins. C'est vrai que c'est long, on a hâte de retrouver son équipe. Cette année, non, c'est clair que ça a été moins long que d'habitude, étant donné qu'effectivement, il y a eu l'Euro des A, l'Euro des U19, donc il y a quand même pas mal de foot. Et les matchs amicaux ont repris quand même assez vite. Donc je trouve que cette année, non, ça a été au niveau de la transition entre les 2 saisons. Moi, Julien Béton qui continue évidemment de nous envoyer des tweets en disant que ça va faire du bien de retrouver le stade, ce bon vieux stade de la Beaujoire. Et effectivement, eh bien, on sera nombreux à être du côté du stade de la Beaujoire. Je ne sais pas si ça a été annoncé déjà, peut-être un 30 000 pour samedi? Honnêtement, j'ai rien vu encore. Pas du tout. Rien vu pour l'instant de passer. En tout cas, eh bien, on vous remercie pour cette première émission de la saison 2016-2017. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à nous envoyer avec le hashtag CanariPlay, le hashtag FC Nantes, toutes vos réactions cette semaine avant le match contre Monaco. Des surprises également, certainement à partir de début septembre. On vous promet pas mal de petits changements. Et puis, moi, messieurs, je vais vous remercier pour cette première. Je sais que on est encore au mois d'août, mais c'était un plaisir de vous avoir. Pierre-Hakim Ougourny de Ouest France, un grand merci, à bientôt. Ouais, à bientôt. À samedi déjà. Ouais, ça sera. Puis à bientôt sur le plateau de CanariPlay. De même pour Alex, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on se retrouve, on se recroisera certainement avant le match du côté du stade de la Beaujoire. Prochaine émission mardi 15h30, même heure, même endroit. Avant peut-être, je vous le dis, des changements. N'hésitez pas à consulter régulièrement sur Twitter le compte CanariPlay FCN. Et puis je vous souhaite une très très bonne semaine. Un bon match samedi 17h avec, on l'espère, une 2e victoire déjà pour le FC Nantes. Bye bye, bonne semaine et à mardi prochain.